je m'appelle Eve-Marie Ducaire, je suis monitrice en conditionnement physique à la Garnison Montréal et je suis avec ma collègue Cynthia Gaudreau, monitrice de conditionnement physique aussi pour le PSP à la Garnison Montréal. Aujourd'hui, au podcast, on parle de triathlon, un sport qui est de plus en plus recherché par les Québécois et on a la chance d'avoir avec nous François Lalonde, expert dans le domaine du triathlon. Il est aussi chercheur à l'Agence spatiale canadienne et membre de l'équipe de recherche en performance humaine du PSP, spécialiste en kinésiologie et en sciences de l'activité physique, entraîneur d'athlètes de très haut niveau et d'athlètes amateurs, professeur universitaire, conférencier, ostéopathe et kinésiologue pour les cliniques Stadium Physio-Ostéo. Il vient tout juste d'ailleurs de publier un nouvel article sur le profil psychologique d'athlètes amateurs pendant et après la préparation d'un triathlon longue distance. Bonjour François, on est très heureuse de te recevoir. Bonjour, moi aussi, je suis vraiment content d'être avec vous, une belle expérience. Alors, pour débuter, François, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu moins en triathlon, pourrais-tu nous parler des différentes distances et de l'équipement requis pour débuter dans le sport? Ouais, c'est bon. Ben, on peut commencer peut-être avec les distances. Là. Je dirais que c'est ça qui est peut-être le plus accrocheur au début. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a différentes entités là, qui chapeautent le triathlon. Donc, il y a le ITU ou le International Triathlon Union, l'Union internationale de triathlon, si on veut, qui est l'organisme qui chapeaute le triathlon là, d'un point de vue olympique, là, si on veut. Fait que, quand on voit les Olympiques, ben, c'est sûr, chapeauté par ITU. Puis à travers ça, ben, découle le Triathlon Canada et Triathlon Québec. Fait que bon, c'est avec ça ici là, que tous les événements au Québec sont, si on veut, sanctifiés là, par Triathlon Québec. Donc, il suit un peu cette branche-là. Puis l'autre côté, ben, ce qui est même beaucoup populaire, ben, c'est toute la série, le Hyper Ironman. Là. Fait que là, on voit souvent le branding Ironman, Ironman 73, les 51-50, puis bon, toutes les autres sous-courses maintenant là, qui en découlent. Fait que là, je dirais que ça, c'est les deux gros joueurs, là, si on veut, en termes d'événements au Québec. Là. Il y en a d'autres sortes de branding là, qui existent aussi aux États-Unis, puis en Europe et ailleurs. Là. Fait que, je dirais que ça, c'est les deux plus populaires actuellement. Fait que si on regarde du côté purement ITU, c'est sûr que le standard, c'est vraiment le triathlon olympique. Là. Fait que, c'est 1500 mètres de nage, suivi de 40 km de vélo, puis suivi de 10 km de course à pied. Bon, fait qu'à partir de ce standard-là, ben là, soit qu'on augmente ou on diminue. Donc, si on va en dessous, ben là, on a le triathlon sprint, donc 750 mètres de nage, 20 km de vélo, et puis 5 km de course. Après ça, si on va en dessous du sprint, on a le super sprint, ou ce qu'on va retrouver aussi dans le nouveau format là, qu'il va y avoir prochainement aux Olympiques, c'est le triathlon à relais. Donc, souvent, ça va être en format super sprint. Fait que ça, c'est la moitié d'un sprint. Donc, là, c'est à peu près, là, grosso modo, là, 300 mètres de nage, 10 de vélo, puis 2,5 de course. Là. Fait que c'est assez rapide. Après ça, si on demeure toujours dans la braquette ITU. Là, si on va la distance au-dessus de l'Olympique, ça, il n'y en a plus vraiment au Québec. Puis c'est le moins populaire, mais à ce que là, on ajoute la distance olympique. Ça fait un 3 km de nage, ça fait un 3 km, ouais, ça 80 km de vélo, puis un 20 km de course. Ça serait le demi-longue distance. Après ça, on a le longue distance. Fait qu'on rajoute encore un triathlon olympique sur ce qu'on vient de faire. Fait que ça fait 4,5 de nage. Ça fait 120 de bike, puis on a un 30 de course. Ce qui est pas mal plus raisonnable. Puis ce qui est le fun avec cette évolution-là, c'est que si on veut, le pourcentage entre chacune des disciplines est plus proportionnel. Là, je veux dire, fait que là, c'est plus avantageux pour les nageurs. Fait que là, après ça, quand on tombe dans la catégorie Ironman, fait que là, si on prend le Ironman original, là, c'était à l'époque, là, ça a été né à Hawaï, si on veut. À cette époque-là, c'était pas sur le Big Island, c'était vraiment sur l'île de Oahu, où il y avait Honolulu, puis la capitale, si on veut, d'Hawaï. Donc, si on décidé, c'est de prendre les 3 événements les plus difficiles de l'île puis les combiner ensemble. Fait que là-dedans, il y avait ce qu'on appelle le Waikiki Rough Water Swim, qui correspondait à peu près 3,8 km de nage. Après, on avait le tour de Oahu en vélo, qui correspondait à peu près à 180 km de vélo.
puis le marathon d'Honolulu qui était de 42,2 km. Fait que là, en combinant les 3 événements, on avait ce qu'on appelait un Ironman. Fait que ça fait déjà un petit bout, là, c'est fin des années 70, si je ne me trompe pas. Il y avait peut-être 13 participants, une femme à l'époque. Fait que là, c'était pas c'est comme qu'on connaît aujourd'hui. Je veux dire, le monde partait, je veux dire, il y avait des jeans, un vieux vélo, il arrêtait au dépanneur avec du change pour acheter du coke puis des chips pour continuer l'événement. Puis il n'y avait pas de médaille à la fin là, quand il arrivait. Là, je veux dire, c'était un autre monde. En tout cas, bref, là, ça s'est popularisé, puis là, ça a changé. Là. Maintenant, c'est rendu sur le Big Island là, à Kona là, depuis maintenant plusieurs années. Fait que là, c'est le Ironman qu'on connaît. Fait que là, pendant plusieurs années, on parlait du Ironman, puis c'était ça. Fait que là, dans les 10 dernières années, là, ils ont commencé à avoir un bon plan de marketing qui marche super bien. Fait que là, ils ont brandé le Ironman 73. Fait que Ironman 73, ce que ça veut dire, c'est le 73 à la fin, ça, c'est la distance totale couverte en 1000. Fait que là, on parle, là, je vais le dire en kilomètres, là, mais le 73, c'est en 1000. Fait que c'est à peu près 1,9 de nage pour 90 de vélo puis 21,1 de course. Fait que là, si on le compare au demi-longue distance ITU, qui lui est 3 km de nage, on voit déjà que le nageur est un petit peu désavantagé par rapport aux proportions. Puis après ça, il y a le 51-50. Le 51-50, ça, c'est la distance totale en kilomètres cette fois-ci. C'est une logique là, qui est difficile à suivre. Donc là, ça correspond au triathlon olympique. Là. Donc ça, c'est 1,5 de nage, 40 de vélo, puis 10 de course. Fait que ça nous donne le 51-50 qui est de la marque, là, si on veut, le Ironman et tout ça. Fait que je dirais que ça, c'est les distances principales. Pour certains freaks de la nature ou certaines personnes motivées là, pour être positif, il y a toute la catégorie ultra. Là. Fait que genre le double au DK Ironman, peut-être c'est rendu plus aujourd'hui. Là. Bon, fait que là, c'est rendu là, des choses là, assez impressionnantes. Là. Un DK Ironman, ça se déroule sur une semaine. Là. C'est juste que rendu là, en tout cas, selon moi, c'est qu'on perd beaucoup l'essence du triathlon. On va en parler tantôt, ça se passe surtout dans les transitions. Là. Fait que juste pour résumer. Il y a vraiment plein de choix. Il y a une infinie de possibilités. Quelqu'un qui commence en triathlon, il peut faire plein de choses. Mais quelqu'un qui serait vraiment, vraiment, vraiment débutant, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme distance? Ouais. Bon, ben, le super sprint, OK, on se rappelle, c'est la distance, c'est à peu près la moitié d'un sprint. OK, fait que c'est à peu près 300 mètres, 10, 2,5 km. Fait que, sauf que pour un débutant, ça n'a pas la nomenclature super sprint. Ça a vraiment la nomenclature, si on veut, initiation ou découverte. Okay. Souvent, les gens vont s'initier avec ça. Puis c'est ce que je conseille d'ailleurs aux gens à faire là, comme première expérience. Parce que, comme je disais au début, si les distances nous effraient, mais au moins avec cette distance-là, c'est quand même raisonnable à faire. Puis on peut vivre aussi l'expérience de transition. Puis c'est ça qui est l'essence, là, selon moi, là, du triathlon, là, de tout enchaîner les sports. Fait que ce qu'on peut appeler la distance initiation. Puis après, si ça va bien, on passe rapidement au sprint. Puis on peut rester au sprint pendant plusieurs années. Puis on n'est pas obligé de faire un Ironman non plus pour être en parfait. Puis ce serait quoi justement l'équipement de base qu'il faut pour commencer? La réponse honnête, ce serait, OK, mettons pour la base, il y a des choses pour des lunettes pour nager, un casque de bain, tout un costume de bain pour faire les entraînements de natation. Après ça, bien évidemment, c'est d'avoir un vélo de route qui va nous permettre quand même de faire les entraînements de base puis certaines compétitions. Puis finalement, en course à pied, bien, ça prend juste des souliers. Fait que rapidement de même, c'est pas beaucoup de matériel. Fait que pour le vélo, évidemment, le casque, toutes les choses pour changer les pneus. Fait que ça, je dirais que c'est vraiment la base. Sauf que moi, j'ajoute quand même à ça que si on veut vraiment s'améliorer, pas juste en termes de performance, mais aussi pour éviter les blessures, mais il faut être à un certain point capable de monitorer, si on veut, ce qu'on fait en entraînement. Fait que, souvent, je vais conseiller quand même une montre avec un GPS là, pour la course à pied, ce qui est un petit peu plus abordable. Tandis que, en vélo, des fois, là, tous les capteurs de puissance, ces choses-là, je veux dire, l'investissement est vraiment majeur. Là. Quoique des fois, il y a des bases d'entraînement qui ont aussi un wattage là, qui a un prix raisonnable, mais ça reste que la réponse est toujours ça dépend du budget. Là,
Fait que ça peut coûter très cher. Là. Je me souviens, là, moi, je m'étais payé un luxe que j'aurais peut-être pas dû à l'époque, là, mais je m'étais acheté le gros vélo, là, le Cervélo P5. Là, fait que c'était avec la grosse affaire, la roue en carbone, la grosse roue pleine, le gros casque profilé, fait tout le kit. Fait que j'avais vraiment l'apparence d'un mon triathlète, mais je veux dire, je pense que le matériel, c'est un peu quelque chose qui se mérite peut-être. Je ne sais pas si je vais me faire aimer en disant ça, dans le sens que si tu sens que ta forme physique est là, puis que tu sens que d'ajouter une nouvelle pièce de matériel va vraiment aider ta performance, je trouve que c'est une bonne raison d'évoluer. Par contre, si tu commences avec le gros kit, le gros bail, puis tu n'as même pas travaillé sur toi-même avant, c'est là que je trouve que l'approche est peut-être pas optimale. Ici, on parle côté planification de l'entraînement, les stades importants à suivre dans notre préparation au triathlon. Oui, les stades, si on. Je veux dire, mettons, je parlais vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Là, je pense que c'est ça qui est toujours l'auditoire cible. Si on suit là, la périodisation classique là, de n'importe quel sport, on peut diviser notre saison, là, si on veut, en trois. Donc, une phase de préparation, une phase de compétition, puis une phase là, de transition, off-season ou de repos. Fait que là, je dirais que ce serait notre grosse base, si on veut, pour placer nos entraînements et notre périodisation. Donc, encore là, la périodisation va toujours dépendre de c'est quoi votre événement principal. C'est pour ça que c'est important, comme là, tout le monde est en janvier. Là, puis bon, cette année, la particularité, c'est que les événements, c'est pas certains qui ont lieu. Mais le conseil que je donne, pareil, c'est cibler ce qui est, mettons, pour cette année, on a peut-être une chose tantôt de confinement, là, mais en tout cas, pour résumer, faites comme s'il n'y avait pas de confinement en ce moment, cibler, planifier, puis bon, évidemment, il va falloir changer en temps et lieu, là, mais mettons en temps normal, c'est important de cibler justement les événements qu'on va faire. Fait que là, à travers ça, il y a plusieurs triathlètes qui font beaucoup d'événements. Fait que il faut cibler c'est quels qui ont une plus grande importance, donc les courses A, les courses B, les courses C, puis être capable de périodiser en fonction de ça. Ce qu'on veut finalement au bout de la ligne, c'est être à son meilleur pour la course A. Puis quand je dis être à son meilleur, c'est pas juste encore là d'une question de performance, c'est une question aussi d'avoir du plaisir à l'événement, de ne pas se blesser. Toute la périodisation, c'est pas juste un outil de performance. Pour moi, en réalité, c'est plus un outil de prévention de blessure que de performance. La performance, tantôt, on va en parler, pour moi, c'est toujours en 3 ou 4e. J'ai toujours 3 autres objectifs en tête là, quand je coach. Puis la performance, c'est vraiment loin, même si c'est le premier objectif de mon client. Là, parce que si tu es blessé, tu ne peux pas performer. En tout cas, on en discutera tantôt. Je reviens à la question, périodisation. Là, on a nos phases. Une fois qu'on sait nos événements, il y a de la préparation générale qu'on peut commencer à faire. Généralement, ça va de janvier à, je sais pas, mois d'avril. Disons, dès qu'il commence à faire beau pour sortir le bike, là, on tombe en phase de pré-compétition. Là, on va chercher la vitesse qu'on veut, on s'assure d'avoir atteint les distances qu'on voulait pour notre événement. Puis on va chercher, si on veut, notre race pace ou notre intensité de course pour les événements qu'on va faire. Puis là, pendant la saison, dépendamment de combien qu'on a d'événements, l'idée, c'est surtout de récupérer entre chacun des événements. Là, c'est plus le temps nécessairement de faire un gros build-up. Rendu là, c'est juste de surfer, si on veut, en chacun des événements. Puis à la fin de la saison, c'est l'off-season, c'est là qu'on décroche. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas physiquement actif. Ça veut juste dire que peut-être prendre une petite pause du triathlon, là, ça fait du bien là, au mental. On en profite pour récupérer, s'ouvrir l'esprit. Il n'y a pas juste le triathlon dans la vie. Il y a d'autres choses. Puis aussi, on profite là, pour peut-être travailler nos faiblesses puis des choses comme ça. Vraiment, ce modèle simpliste-là, ça nous permet de passer à travers une saison de triathlon puis de garder, si on veut, une bonne motivation là, à travers tout ça. C'est sûr qu'après ça, on pourrait rentrer dans les gros détails là, de comment je fais varier mes mésocycles, mes microcycles, tout ça. Là, mais bon, ça deviendrait un petit peu plus technique. Par contre, si vous voulez, vous pouvez toujours aller voir mon première publication scientifique pour la demi-Ironman. Ce que j'avais fait à cette époque-là, j'ai juste utilisé une périodisation qui était ultra simple. Justement, ça avait le modèle qu'on vient de discuter. C'était juste 2 entraînements par discipline par semaine. C'était pas plus que ça. C'était assez conservateur. Puis en termes d'heures, c'était entre 6 et 13 heures max. C'est pas tant que ça pour un demi-Ironman. Ça va un petit peu à... c'était vraiment conservateur. Puis c'était ça l'idée. C'était pas de se blesser, d'être capable de faire l'événement, d'avoir du plaisir. Puis justement, comment on fait pour avoir un bon équilibre? Parce que c'est quand même 3 disciplines avec beaucoup de volume, beaucoup de distance. Comment on fait pour ne pas négliger une discipline plutôt qu'une autre?
C'est puis Ouais. le plan Ben, personnel. ben ouais, là, il y a plusieurs éléments dans ta question. Bon, fait que c'est sûr, mettons, on commençait par la base. Fait que, tu sais, je reviens, tu sais, quand on parlait de périodisation, on choisit notre événement. Bon. Fait que, dépendamment du choix d'événement qu'on fait, ben, c'est ce qui va dicter aussi ce qu'on aura à faire comme volume d'entraînement. Fait que c'est pas nécessairement vrai que trop de volume. Mettons qu'on fait un sprint, là, ça peut être très raisonnable là, comme entraînement. On n'est pas obligé de faire des volumes de fou. Puis d'ailleurs, la philosophie du high volume, du haut volume et à basse intensité, c'est quelque chose que je questionne vraiment de plus en plus. Là. Je suis plus sûr que ça a sa place, même si ça a souvent été comme ça. Bref, on pourra en parler tantôt, là, mais ça reste que, tu sais, il faut savoir où qu'on s'en va pour planifier son temps. Donc, après ça, qu'il va falloir prendre en considération, mais c'est son contexte de vie. Fait que, je veux dire, on a le travail, la job, l'école, mais on n'est pas des athlètes professionnels. Là, tu fais ton horaire. Bon, fait que dans ma semaine, où que je place ma nage, où que je place mon vélo, où que je place ma course. Fait que là, je donne un exemple en ce moment. Essayer de trouver une piscine, ils sont toutes fermées, c'est difficile. Fait que ça devient difficile de nager. Là. Même si je veux nager, je peux pas. Mais en temps normal, ben, même la natation, c'est quand même problématique parce qu'il faut toujours être à la merci des bains libres, des ouvertures de piscine. Puis tout ça, fait, il faut construire, si on veut, notre horaire en fonction de l'horaire de la piscine. Maintenant, pour le vélo, pendant l'hiver, ben, évidemment, il y a les cours de spinning qui peuvent être intéressants, il y a le vélo à la maison, etc. Fait que, si on peut mettre des plages horaires pour ça. Puis la course à pied, mais c'est ce qui est le plus facile à planifier. Évidemment, on peut aller courir n'importe quand. Fait que, ça, je dirais que c'est les trois sports. Puis il ne faut pas oublier la musculation parce qu'on en reparlera tantôt. Comme je disais, on ne gagne pas grand-chose d'un point de vue santé à faire du grand volume, basse intensité. En fait, je pense que c'est plus nuisible pour la santé que bénéfique. Fait que, en ce sens-là, il faut quand même privilégier aussi des séances par intervalle, beaucoup travailler la technique, beaucoup travailler la musculation. Puis c'est des choses qui sont négligées. D'ailleurs, dans mon projet de recherche, mon taux de participation, il était au-delà de 80% pour natation, vélo, course, mais il était à peu près à 20-30% pour la musculation. Déjà, ça donne une bonne aperçu de comment les gens répondent à ça. Fait que tantôt, on parlera un petit peu plus de muscu, mais bon, ça reste qu'il faut planifier ça. Puis après ça, ce qu'il faut se poser comme question, c'est où que j'ai mes faiblesses, c'est où que j'ai mes forces. Fait que l'idée, c'est d'essayer d'être even un peu dans toutes les trois disciplines. Fait que c'est sûr que si je suis un débutant en natation, mais la natation, c'est quelque chose qui prend du temps à maîtriser, puis il faut mettre l'effort. Fait que souvent, il y a le facteur temps, puis malheureusement, pas parce qu'on paye qu'on a quelque chose. Il faut vraiment travailler fort. Dans ce qu'en vélo, je veux dire, l'investissement est plus rapide. Tu peux payer un bon vélo puis aller vite rapidement. Fait que ça, on voit tout de suite le gain. En natation, c'est plus subtil. Il y a beaucoup d'expérience à aller chercher. Fait que, encore là, c'est de voir, selon ma périodisation, où je suis dans ma année, sur quoi que je mets mon emphase. C'est sûr, comme si je suis débutant en natation, puis là, j'ai un triathlon en juin, j'ai jamais nagé à 750 mètres de ma vie, ben là, c'est sûr que, mettons, de novembre à décembre, je me dirais comme target, il faudrait quand même que j'apprenne la base de la natation. Puis après ça, mon objectif de janvier, je sais pas moi, à peu près à avril, maximum mai, ça serait au moins de couvrir une fois cette distance-là, là, pour voir c'est quoi. C'est le genre de petits benchmarks qui sont à aller chercher. Fait que là, encore là, je ne parle même pas de vitesse. Là, ça, c'est une autre chose. Fait que ça dépend encore une fois, c'est quoi l'objectif de la personne. C'est bon. Puis est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la prévention des blessures, stratégie pour se reposer suffisamment? Oui. C'est drôle. Récemment, en tout cas, je ne sais pas si vous avez fait cette formation-là, les filles, mais la formation de Mike Boyle, là, en tout cas en musculation fonctionnelle. En tout cas, vraiment intéressant. Puis, Mike Boyle, en tout cas, c'est pas un fervent pantoute là, du triathlon. Fait que c'est sûr que quand il parlait, puis ça me confrontait beaucoup, puis ça me mettait à réfléchir. En tout cas, bref, il avait dit un exemple qui m'a fait bien rire parce que je trouve que c'est quand même un peu vrai. Ce qui est curieux en triathlon, c'est que vous allez voir les clubs de triathlon, ils sont toujours associés avec une clinique de physio. Ce qui semble normal. Mais là, après, quand tu y penses, tu te dis, ça veut dire que je vais me blesser si je fais du triathlon. Fait que là, l'exemple de Mike que j'avais trouvé bien drôle, c'est par rapport au sport d'endurance, parce que lui, il n'est pas trop pro course à pied, disons. C'est que là, il dit, c'est comme si je m'en allais un matin avec mon auto, puis là, je me frappe
la porte de dos sur les doigts. Fait que là, je m'en vais en physio. Je me traite et tout ça. Puis là, je dis, je me suis fait mal. Mais je sais que c'est quoi la cause. Mais là, je retourne encore le lendemain matin, puis genre, bang! Fait que c'est la même chose que quelqu'un qui sait qu'il se blesse avec la course, puis qui s'obstine toujours à vouloir courir. Fait qu'il a fait un peu cette analogie-là. Je l'avais trouvé drôle, parce que je trouve que c'est un peu vrai. Souvent, ce qui arrive, c'est que il y a énormément de blessures musculo-squelettiques en triathlon qui peuvent être prévenables. Okay? C'est surtout ça l'idée. Puis c'est pas tout le monde qui va se blesser. Là. Je suis au courant aussi. Mais ça reste que ce que je pense que ce qui est important à savoir, c'est que les blessures musculo-squelettiques, c'est souvent des blessures de surutilisation. Puis souvent, c'est que j'aime pas ça dire ça parce que je veux pas le limiter, là, mais le psychologique veut plus que le corps. Okay? Fait qu'il faut toujours laisser le temps au corps, si on veut, de bien s'adapter. Fait que pour ça, c'est pas compliqué. C'est là que l'importance, encore là, majeure de la musculation fonctionnelle, d'une musculation qui va être qui va faire en sorte que tout va être bien en place puis qu'on est capable de bien recruter nos muscles à l'effort. Fait que souvent, même les athlètes de haut niveau, il faut toujours revenir à cette base-là. Fait que tous les muscles de l'unité interne, tous les muscles profonds, c'est quelque chose qui est abstrait. Fait que c'est d'apprendre vraiment à contracter ces muscles-là pendant qu'on fait un effort. Fait que déjà, on fait déjà un pas de plus vers la prévention de la blessure. Après ça aussi, c'est vraiment de s'assurer de bien apprendre tous les patrons techniques, puis aussi d'avoir une quantification du stress mécanique. Donc, ça veut dire que mettons un intervalle, on sait qu'il y a plus de stress mécanique versus un entraînement de natation qui en a un peu moins. Fait que c'est aussi de voir où que je place mon stress mécanique dans ma périodisation. Puis à travers ça, aussi toujours la gestion du fameux volume puis de l'intensité. Fait que je dirais qu'il y a plus de blessures de volume que d'intensité. Puis tantôt, on parlait toujours de la grosse intensité, puis on associe le triathlon à la longue intensité, du long volume à basse intensité. Mais je dirais que c'est ça où que le bas blesse. Puis c'est là que les gens vont surtout se blesser. Là. Puis après ça, c'est qu'on continue à vouloir persister là-dedans. Puis je m'inclus coupable là-dedans, parce que même moi, quand j'étais blessé, j'ai quand même voulu continuer. Puis en tout cas, avec la rétrospective, je trouve que c'était plus une obsession finalement que la raison qui prenait sur moi. Mais ça reste que quand il y a une blessure de même, il y a des solutions, là, puis il faut vraiment l'attaquer sérieusement. Puis la récupération, là, vous avez parlé de ça aussi. Bien évidemment, récupérer, c'est un entraînement en soi. Donc, je veux dire, il faut planifier ses récupérations. Aussi dans sa périodisation, souvent, on a le modèle classique là, qui est 3 semaines de build-up, 1 semaine de récup. Mais ça peut être 2 semaines de build-up, 1 semaine de récup. L'idée, c'est de planifier selon ce que vous êtes capable de faire, là, pas selon le plan du meilleur triathlète du jour. Là. Donc, ça, je dirais que c'est la particularité. Puis dans la récupération, aussi, on inclut toutes les autres modalités. Là-dedans, il peut y avoir l'alimentation, puis je dirais que ce qui est le plus déterminant aussi, c'est le sommeil. Donc, la qualité et la quantité du sommeil. Tu as un peu répondu à notre prochaine question qui était justement le renforcement musculaire. On pense que c'est vraiment important, mais quand est-ce qu'il faut faire du renforcement musculaire dans notre planification? Oui, là, j'attendais beaucoup ce point-là, parce que quand je regardais tes questions, je trouvais que c'est celui que j'avais le plus hâte de répondre, parce que c'est celui que j'ai peut-être Écoute, un gros message à passer aux triathlètes, puis aussi avec une réflexion avec le temps. Fait que on apprend toujours. Fait que ce que je veux dire aujourd'hui, c'est peut-être ça serait peut-être plus vrai non plus, mais bref. C'est que mon approche à la musculation, pour moi, comme je disais tantôt, même en entraînement, c'est majeur. C'est quelque chose d'important. Quand je disais quand j'approche un athlète, mon objectif premier, c'est toujours la santé générale. Après ça, la prévention de blessures. Après ça, la performance. Okay? Fait que la musculation, on comprend facilement qu'elle va jouer surtout les 2 premiers rôles. Puis en triathlon, le 3e rôle, malheureusement, je n'ai pas vraiment, avec mon expérience, pu faire une corrélation entre un exercice de musculation ou un programme de musculation qui s'est transformé en une meilleure performance. Pourquoi? Parce que je pense que la majorité des triathlètes n'ont pas pris assez de temps de faire les exercices de musculation avec une bonne progression, puis surtout avec un bon transfert. Puis ça, je me disais, comme coach, c'est aussi de ma faute. Je n'ai pas assez mis d'importance là-dessus, dans le sens que, comme coach, j'étais présent en natation, en vélo, en course, mais la musculation, on lance ça, puis on dit faites ça chez vous, faites ça dans le gym, okay? Puis fait qu'on ne voit pas comment que les athlètes le font.
Puis souvent, c'est ce cue technique-là aussi qui, surtout pour le recrutement des muscles internes et tout ça, qui devient important. Fait que ça, je dirais que c'est quelque chose là, dans mon mindset là, que je suis en train de beaucoup de changer. Mais maintenant, pour le renforcement musculaire aussi, l'autre problème, c'est que là, les triathlètes, ben là, à ce moment-là, ils vont aussi souvent prendre un abonnement soit au CrossFit, ils vont adhérer à un programme, là, un défi de push-up sur un mois ou whatever le défi, ou vont aller, dans le meilleur des cas, voir un kinésiologue dans un gym. Fait que c'est 3 options qui sont excellentes selon moi, qui vont surtout répondre au premier, le critère santé, qui vont peut-être réduire l'incidence de blessures. Performance, comme je vous disais, j'ai un petit point d'interrogation. Je me suis dit, l'idée, c'est que c'est vraiment de prendre nos exercices de musculation puis d'essayer de les transposer le plus possible dans un contexte réel. Parce qu'on sait que là, avec tous les autres entraînements, ils ne prennent pas vraiment nécessairement le temps de faire leur musculation. Puis quand ils le font, la question que j'ai, c'est est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est transposable? Fait que là, la solution que je me suis arrivé, c'est que je me suis dit, ben, ce serait peut-être pas pire de au moins tester mes athlètes avec les tests FMS de base, tu sais, les tests de mouvement fonctionnel, voir les débalancements, puis aussi après ça, vraiment faire un travail de conscience corporelle, de comment on recrute nos muscles correctement. Puis c'est aussi beaucoup travailler avec des exercices qui sont, par exemple, des split squats ou des lunges qui sont vraiment unipodales, qui vont être après vraiment transposables en course à pied, en vélo ou en natation. Fait que ça, je dirais que c'est la clé numéro 1. Puis après ça, c'est le transfert. C'est là que le bas blesse. C'est de voir, OK, en natation maintenant, comment je fais pour vraiment m'assurer que je fais de la musculation en natation. Fait que là, ce que je me suis amené comme théorie, c'est que, mettons, on pourrait faire des 50 mètres, mais tu sais, le premier 25 mètres, par exemple, on met en phase sur recruter, par exemple, le transverse. Puis après ça, je reviens. Fait que, tu sais, tu vois, c'est comme une approche tu sais, qu'on va chercher des muscles, mais de manière appliquée, puis c'est ça qui nous permet d'être plus stable. Fait que ça, on ne voit pas souvent ça dans les programmes de natation parce que c'est bondé d'éducatifs qui sont là pour filer le temps, si on veut. Mais ça reste que si on va chercher des exercices plus précis, ben c'est ça. Même chose en vélo. Tu sais, je veux dire, on a notre cycle de pédalage. Fait que, tu sais, les muscles, ils sont impliqués pendant tout le cycle de pédalage, sont différents. Fait que là, c'est s'assurer qu'on aborde chacune des parties avec une certaine puissance et une certaine force. Fait que oui, l'exercice en gym peut aider à aller chercher cette conscience-là, mais après ça, c'est vraiment de le transférer sur le vélo. Fait que là, encore là, c'est beaucoup de coaching, beaucoup de conscience corporelle, puis c'est là que je pense que une partie de la clé du problème se situe. Je ne sais pas avoir la solution parfaite, là, mais il y a définitivement un gros travail de réflexion là, pour comment tout arrimer ça. Puis aussi, d'un point de vue santé, souvent les gens vont dire « Ah ben, le triathlon, c'est un sport complet. » Non, c'est pas un sport complet. C'est loin d'être un sport complet. Fait que si on parle juste d'un problème de santé, mais toute la densité osseuse, ça c'est mon expérience dans l'espace qui me parle avec les astronautes. Ben, un mois dans l'espace, c'est à peu près 10 ans de vieillissement pour le corps. Fait que c'est les os, l'ostéoporose, la perte de masse musculaire, la perte de force, puis tout ça. Okay? Fait que ce qui correspond à peu près à une grosse période de sédentarité, là, si on veut, sur Terre. Fait que on sait que l'effort d'endurance ne va pas créer ce stimulus-là qui est nécessaire justement à cette santé-là. Fait que oui, c'est déjà juste d'un point de vue santé, peu importe l'exercice qu'on fait, ça va être bon. Fait que c'est pour ça que je dis, peu importe l'option qu'on fait du CrossFit ou whatever, on va au moins adresser l'aspect santé global. Puis ça, pour moi, c'est primordial. Mais après, en prévention de blessures, ben, c'est là qu'il va falloir plus changer aussi notre mindset, qu'on travaille plus, on n'entraîne pas nécessairement un muscle, on n'entraîne pas nécessairement un mouvement, mais on entraîne une articulation. Là, fait que, puis c'est un peu vers là que je m'en vais. Fait que le moment de le faire, bien évidemment, musculation, surtout dans l'off-season, pendant la phase de préparation. Plus qu'on arrive proche de la phase de compétition, là, je dirais que la musculation, là, on peut la laisser de côté, mais par contre, garder les exercices de mobilité et d'étirement. Même là, étirement, il y a un an, je déconseillais l'étirement. Maintenant, je suis en train de changer mon fusil d'épaule. Parce que quand on y pense, c'était juste quelques études qui ont dit que s'étirer, c'était pas bon pour la performance, genre pour des sauts verticaux. Mais voilà, en triathlon, on ne fait pas de sauts verticaux. Fait que l'idée, c'est de garder surtout une mobilité. Fait que j'en ai encore compté un petit peu. Ben,
je favoriserais plus l'exercice de mobilité que l'étirement statique, là, nécessairement, mais ça reste que ça, avec du foam rolling, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de tensions qui s'accumulent, je pense que c'est des choses qui peuvent être gardées là, tout au long de la saison, puis surtout en phase de compétition, là, rendu là. Si on revient sur quelque chose que tu as parlé un petit peu plus tôt, à savoir les transitions, l'importance des transitions, puis comment ça fonctionne en triathlon. Oui, OK. Ben, transition, bien évidemment, c'est le 4e sport, triathlon. Fait que quand on donne la formation, je donne la formation de PNCA, c'est toujours natation, vélo, course et transition. Fait que c'est quelque chose d'important. Donc, en réalité, on a 2 transitions, T1, T2. T1, donc c'est la natation au vélo. Fait que là, ce qui est important ici, c'est comment on sort de l'eau, comment on enlève notre wetsuit si on en a un. Après ça, c'est aussi le fait de courir sur les pieds nus jusqu'à sa zone de transition. Après ça, c'est beaucoup de repérage. C'est où qu'on a placé nos choses dans la zone de transition. Après ça, qu'est-ce qu'on met en premier? Souvent, là, on va considérer de mettre le casque et de l'attacher parce que ça, évidemment, c'est une question de sécurité, mais aussi c'est ce que beaucoup les arbitres vont vérifier. Après ça, on prend notre vélo, fait que c'est apprendre aussi à courir avec son vélo. Donc, en entraînement, on peut, des fois, en groupe, ce qui est le fun, c'est si on fait avec les athlètes, on les fait courir d'un côté ou de l'autre, avec la main droite, la main gauche, la main plus sur le guidon, la main plus sur le banc. Fait que, on leur donne différentes options pour voir, OK, bon, c'est quelle technique que je suis le plus à l'aise. Après ça, on a une espèce de ligne de transition. Puis après la ligne, on peut embarquer sur notre vélo. Fait que là, il y a différentes techniques. Il y en a qui sautent sur leur vélo, ils mettent déjà leurs pieds dans leur soulier. Il y en a qui vont vraiment prendre le temps de clipper et tout ça. Fait que, encore là, l'objectif à long terme, c'est d'avoir quelque chose de fluide, que tu te sens à l'aise de faire. Puis aussi avec la popularité du triathlon maintenant, c'est que souvent on voit des tapons qui se forment après la ligne. Fait que gardez en tête qu'on n'est pas obligé de rester dans ce tapon-là, c'est qu'on peut courir là, après puis embarquer carrément plus tard. Ça me fait d'ailleurs penser à une course, là, justement, je pense un demi-Ironman à Tremblant, il y avait beaucoup de monde en tapon. Fait que là, moi, je suis sorti de la zone de transition. Là, j'ai couru vraiment, vraiment, vraiment loin. Puis tout le monde dit hey, c'est le temps de monter sur le vélo. Je sais, mais je vais aller faire ça plus loin. Fait que c'est ça, il y a possibilité de faire ça. Donc, évidemment, tout ça, c'est des choses qui se pratiquent en entraînement. Fait que, comme coach souvent de club, parce que dans ma semaine de récupération, je mets l'emphase sur des aspects plus techniques comme ça, ou des aspects plus d'habileté ou de comme ça. Fait que là, on pratique les transitions. Fait qu'on va sur la track de course, les monde, ils apportent leur wetsuit, on apprend à comment les faire, à placer sa zone de transition, toutes ces affaires-là, à monter et descendre du vélo. Parce qu'après ça, quand on revient du vélo vers la course à pied, là, on a encore notre ligne de débarquement. Fait que là, il faut apprendre aussi à débarquer. Fait que là, il y a des techniques là, qui sont spécifiques à ça. Fait qu'on peut commencer à sortir par exemple, nos pieds de nos souliers, les mettre dessus. On continue à pédaler comme ça. Fait que ça change évidemment notre technique de pédalage, mais pour quelques mètres. Puis après, c'est de voir là, comment on fait pour débarquer de manière efficace puis de poursuivre en courant. Fait que l'idée d'une transition, c'est que ça soit rapide. Après ça, on arrive, on dépose notre vélo, on enlève notre casque. Puis là, c'est là qu'on met nos souliers puis tout notre matériel de course, puis qu'on part avec notre dessert également. Fait que, ça, c'est des choses qui se pratiquent. Fait que je donne un exemple où souvent, ce qu'on va voir, c'est que les gens vont souvent. Ça arrive pas souvent, là, mais ça arrive. Ils vont partir à courir en course avec leur casque. Bon. Fait que c'est pas un problème en soi, c'est juste que si on applique les règlements de triathlon à la lettre, si je me trompe pas, si tu es sur le parcours de course, puis tu enlèves ton casque, puis tu le pitches, c'est comme si tu avais jeté un déchet, fait que tu es susceptible d'une pénalité. Bon, j'ai jamais vu de pénalité pour ça, là, mais je fais juste mettre le pire des scénarios. Ou autre chose, c'est que, mettons, tu es stressé, puis là, ton dossard est tout gribouillé, puis on n'est pas capable de lire le numéro, par exemple. Ça aussi, ça peut être l'objet d'une pénalité. Mais bon, encore là, j'ai jamais vu non plus personne recevoir une pénalité pour ça, mais c'est juste de bien faire les choses de manière efficace. Puis tu sais, souvent on me dit moi je veux pas performer, fait que c'est pas important. C'est pas grave. C'est comme dire je veux pas performer, fait que j'apprendrai pas ma bonne technique de course. Fait que pour moi, c'est le même discours là. Tu veux faire une transition, on va l'apprendre comme du monde, même si ça prend du temps, puis c'est pas grave si tu l'as pas parfaitement. L'idée, c'est de le pratiquer. Fait que si tu fais juste de pratiquer ta transition pendant les événements, c'est sûr que tu seras jamais bon. Clac.
Fait que c'est se donner des trucs. Fait que il faut coacher avec les athlètes, il faut prévoir du temps pour ça. Des fois, tu donner des trucs dans le training. Comme même moi en vélo, là, mes souliers, pendant toutes mes années d'entraînement, puis ceux qui s'entraînaient avec moi, ils me niaisaient avec ça beaucoup. Il était toujours sur mon bike, il n'était jamais détaché. Fait que même quand j'arrivais pour manger au dépanneur, j'y allais nu-pied, fait que j'enlevais mes souliers, puis je marchais comme ça, puis après ça, j'embarquais sur mon vélo avec cette technique-là. Fait que le moment pour moi, j'étais le genre de gars qui était capable de sauter puis de me rentrer ses pieds directement. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain, là. Je veux dire, je pratiquais ça sans cesse. Puis c'est un peu, pour moi, c'est sûr que ça ne préviendrait pas des blessures, on s'entend, là, mais je veux dire, c'est quand même, pour moi, une partie importante du triathlon, puis ça vaut la peine vraiment de mettre un effort pour vivre cette expérience-là, si on veut, le mieux possible. Fait que je sais que ce que je viens de dire là, ça ne convaincra pas nécessairement tout le monde, mais ça reste que c'est ma philosophie. Fait que quand j'ai mes athlètes, je tiens à ce qu'ils fassent des belles transitions. Fait que, quand je regarde comme coach mes athlètes dans une compé, là, puis là, je les vois qui débarquent bien, là, je suis fier d'eux. Puis quand je vois qu'ils sont tout croche à côté, je dis bon, parfait, j'ai fait ma job. Moi, je suis heureux quand je les vois. Je trouve ça beau à l'œil. Je suis fier de leur travail. Fait que c'est pas nécessairement une question de performance, puis c'est ça. Fait que c'est là que je trouve aussi que, rendu à l'Ironman, surtout avec les groupes d'âge, c'est que, là, t'as tes sacs, là tes souliers sont dedans. Fait que tu perds la nature, si on veut, la transition à cette distance-là. Puis là, quand tu tombes dans l'ultra, ben là, ça n'a plus rapport. Là, fait que je trouve ça que tous les super sprints, tout ça, ben, plus on réduit la distance, plus la transition est importante, il faut qu'elle soit rapide. Hein? Fait que c'est ça. Si on change un peu d'orientation, comment on fait pour gérer notre énergie pour rester bien hydraté aussi pendant toute la course? Ouais, encore là, toujours dépend de l'événement. Right. Fait que c'est sûr, si on est un sprint, on rentre ça en 1h, 1h10. Bon, à part de l'eau, peut-être un petit peu d'électrolyte, dépendant de la température. Pas tant besoin de grand-chose. Encore là, ça dépend toujours de ton temps et tout ça. Je ne veux pas prendre le chapeau du nutritionniste parce que je ne suis pas. Fait que je réponds à la question selon mon background de physiologiste de l'exercice. Fait que je me dis, on a nos fameuses zones d'entraînement. Fait que, mettons qu'on fait ça simple. Les zones, je sais pas, mettons qu'on a 5 zones. Fait que, tout ce qui est en haut de la zone 3, c'est de la haute intensité. Donc, c'est là qu'on va observer là, surtout une déplétion rapide là, de la réserve de glycogène, donc du sucre qui est autant dans le muscle que dans le sang. Tandis qu'en dessous, on est plus à steady state. Fait que là, si on veut, là, on va avoir une consommation d'oxygène qui va nous permettre d'utiliser autant les lipides que les glucides sans tomber dans le rouge, comme on dit. Fait que je dirais que la bonne stratégie en triathlon, dépendant de la distance, c'est d'être dans ta zone qui ne te permettra pas de tout, justement, te vider de ton glycogène. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien connaître ces zones d'entraînement, de l'avoir pratiqué en entraînement, de l'avoir pratiqué dans ce qu'on appelle aussi des big days ou des journées qui vont cibler une compétition. Fait que ça va te permettre justement de t'assurer de ne pas bunker. Puis là, c'est là que le psychologie embarque. Il ne faut pas non plus que tu cours après le monde, même qui vont plus vite que toi, parce que c'est là que tu vas tomber dans le rouge. C'est correct à certains moments de tomber en zone 4-5, parce que mettons une côte à monter, ben là, c'est normal qu'on tombe en zone 4. Mais à un moment donné, il faut restabiliser le plus rapidement possible. Fait que c'est là souvent que les gens qui sont dans la mauvaise zone qui vont bunker souvent, comme on dit, donc avoir un vide d'énergie. Fait que, comme je dis, on trouve notre zone. Fait que, en réalité, le but de ça, juste pour revenir un peu en physiologie, c'est que le but de l'athlète en sport d'endurance, c'est pas d'augmenter son VO2 max. Ça peut être bien, mais en fait, c'est avant le VO2 max, c'est ce qu'on appelle le seuil ventilatoire. Puis ça, malheureusement, c'est juste en labo là, que ça se mesure, mais c'est de repousser ce seuil ventilatoire-là le plus possible vers ton VO2 max. Parce que c'est ça qui va nous permettre justement d'aller à une plus haute intensité sans être dans le rouge. Vous voyez? C'est comme si on repoussait notre zone 3 un petit peu plus haut. Là. Fait que là, mettons que avant mon entraînement, je sais pas, moi j'étais à 100 watts pour ma zone 3. Là, je fais mes intervalles et tout ça. Puis là, 3 mois plus tard, ben là, ma zone 3 est rendue à 150 watts, mais j'étais au même niveau, si on veut, de consommation d'énergie que le 3 mois. C'est juste que ma puissance a augmenté ou ma vitesse. Fait que ça, je dirais que c'est là la clé. Puis à partir de là, mais sachant ça, ben là, tu es capable d'estimer combien de calories tu dépenses à minute à l'heure. Fait que c'est juste de faire un protocole, si on veut, de nutrition pendant la course. Hydratation, nutrition, qui va te permettre justement de
de donner de l'énergie à la tank, là, surtout pour un Ironman là, pendant tout ton événement. Mais encore là, ce qui est important, c'est de se faire son plan, puis de l'avoir pratiqué au moins 2, 3, 4 fois avant, dans les big days ou des autres entraînements pour être sûr qu'on a les bonnes choses. Fait qu'autre chose aussi, c'est de planifier ce qu'on va prendre pendant puis après. Après, bon, c'est sûr qu'il y a la poutine après l'Ironman, mais bon, mais ça reste que l'avant-après, ça, c'est quelque chose, une habitude qu'on peut prendre déjà, même à l'entraînement. Fait que quand on sait qu'on a des gros entraînements, des entraînements par intervalle ou des entraînements de longue distance à faire, mais tu sais, déjà de prendre cette habitude-là, on s'habitue. Fait que quand on arrive à la compétition, on n'est plus. C'est comme juste un réflexe. Fait que un peu comme que je disais tantôt, de transition. Ben, si la nutrition, c'est le 5e sport, alors c'est juste de se créer son habitude et tout ça. Fait que, après ça, d'aller chercher des paramètres, qu'est-ce qu'on mange spécifiquement, ben, c'est là que je laisse ça aux nutritionnistes. Tu nous as déjà parlé un peu de l'entraînement durant l'hiver, le off-season. Tu nous as aussi un peu parlé des options au début pour s'entraîner en contexte de pandémie. Est-ce que tu avais des choses à rajouter à ce sujet-là? Ben oui, peut-être juste rapidement l'hiver. Oubliez, tout le monde connaît Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, il est beaucoup connu là, pour son grand défi. Il était connu aussi pour le triathlon, mais en réalité, Pierre Lavoie, c'est un excellent skieur de fond. Fait que le ski de fond, je trouve que c'est vraiment un entraînement complémentaire. Fait qu'on n'oublie pas dans nos phases d'entraînement, surtout en préparation générale, donc à peu près de janvier à mars-avril, on n'est pas obligé d'être mettons, pour augmenter justement notre seuil ventilatoire ou notre capacité aérobie, on n'est pas obligé de faire natation, vélo-course. On peut faire un autre sport, dont le ski de fond, qui selon moi est quelque chose d'incroyable. Ça nous permet de sortir de la maison, de profiter du plein air, d'apprendre des nouvelles choses. Fait que ski de fond, surtout en pas de patin, le classique aussi peut être intéressant. Fait que ça, je dirais que c'est quelque chose vraiment à aller chercher. Puis, comme je disais, il y a les triathlons d'hiver. Fait que c'est quelque chose qu'on peut aussi essayer d'expérimenter. Pourquoi pas? Il y a des événements aussi de ski de fond qui peuvent être préparatoires. Il y a de la course aussi qu'on peut faire dehors. Puis tout ça. Fait que, encore là, c'est juste le bon sens. Bien s'habiller là, selon les températures. Puis aussi, par rapport à la course à pied, je dirais quelque chose qui... on entend parler de musculation spécifique, mais l'hiver, on a quand même une petite fenêtre d'opportunité intéressante, c'est qu'on peut faire de la course en raquette. Fait que ça, je trouve que c'est un peu de la musculation spécifique dans le sens que ça travaille énormément la puissance. T'as pas ton patron de course parfait, mais je veux dire, juste faire des fois juste des 50 mètres de course, relax, des petits intervalles avec des courses en raquette, là, je dirais que ça a quand même un effet là, intéressant là, aussi au niveau de la puissance qu'on prend, qui est facilement transférable sur notre patron de course. Là. Fait que, bref, essayer d'exploiter un petit peu là, les joyaux de l'hiver. Puis évidemment, en vélo, ben, c'est d'avoir une base d'entraînement. Okay? Fait qu'évidemment, notre choix de base d'entraînement, c'est sûr qu'elle soit solide, qu'on soit capable d'avoir des paramètres de base, comme le wattage, puis que le wattage soit indépendant du RPM, donc de la cadence. Fait qu'il faudrait que les deux soient indépendants idéalement. Fait que ça serait, si on veut, l'idéal. Puis sinon, des fois, si on veut travailler de la musculation spécifique en vélo, mais il y a aussi les espèces de rouleaux, là, qu'on est plus en équilibre. Fait que ça, c'est super bon pour travailler les stabilisateurs. Fait qu'évidemment, si vous avez le budget pour les deux, le taxe et l'autre stabilisateur, un qui va servir à travailler plus notre physiologie, l'autre plus, si on veut, notre musculation spécifique. Fait que, bref, il y a plein d'outils intéressants. Un énorme merci, François, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis que c'est très, très apprécié. S'il y a des gens qui veulent communiquer avec toi pour des questions en lien avec tes champs d'expertise ou bien te suivre sur les médias sociaux, est-ce que tu as des points de contact coordonnés à nous donner? Ouais, ben, j'ai pas vraiment... je suis plus sur les médias sociaux depuis une couple d'années. Je trouvais que ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Ceux qui me restent, c'est LinkedIn. Fait que vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Pour mes projets de recherche, vous pouvez me trouver sur le réseau social de Tronche, là, si on veut. Ça s'appelle ResearchGate. Fait que là, vous avez accès là, à toutes mes différentes publications scientifiques. Sinon, vous pouvez me trouver aussi via le site web de Triathlon Québec. Fait que pour Triathlon Québec, je fais encore des entraînements personnalisés là, pour certains athlètes. Là. Fait que je suis un petit peu sélectif ces temps-ci. Je ne prends pas trop de monde, mais ça reste que vous pouvez quand même communiquer avec moi. Aussi, de la Triathlon Québec, ben, je donne la formation PNCE. Fait que vous pouvez voir sur le site de Triathlon Québec. Sinon,
La clinique Stadium Physio-Ostéo à Saint-Lambert. Fait que là, je fais un petit peu aussi de clinique encore là, en ostéopathie, kinésiologie. Fait que ça, c'est des places que vous pouvez facilement me retrouver. Puis sinon, je vous laisse carrément mon courriel personnel. C'est facile à mémoriser. Triathlon Frank, donc FRANK, @gmail.com. Vous pouvez m'écrire n'importe quand, je réponds aux questions. Si jamais la question est trop longue, on va se faire un Zoom ou un appel. Je suis assez ouvert, puis c'est ça. Sinon, ça, je suis quand même assez... vous me dérangez pas, là, fait que j'adore ça, là, parler de triathlon, de tous ces différents aspects, là, puis je prétends pas avoir raison, puis ma pensée évolue, là, des fois, je pensais quelque chose avant, maintenant je pense autrement, puis je sais que je vais penser autrement dans quelques semaines, quelques années. Alors voilà. Bon, ben super. Merci beaucoup. Si jamais il y en a qui ont des questions en lien avec le sujet qui a été discuté aujourd'hui, il y a toujours possibilité de l'écrire dans les commentaires de la vidéo aussi. Donc, ça conclut pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. OK. Merci.